Alors l'intitulé de ce panel s'appelle « Un toit pour tous ». Et il fait penser à l'appel de l'abbé Pierre, vous savez, où l'idée c'était de bâtir pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on la donne à un petit peu changer. L'objectif, c'est pas forcément de bâtir pour tout le monde. L'objectif, c'est de faire une ville qui soit, elle, beaucoup plus inclusive, qui a beaucoup plus de diversité et qui tourne le dos à ces fameux ghettos. On a un endroit où il n'y a que les riches, un endroit où il n'y a que les pauvres, un endroit où il n'y a que des commerçants, un endroit où il n'y a que des bureaux. On se dit que la ville fonctionnerait beaucoup mieux si les gens pouvaient partager et se mélanger. Et donc, pour parler de ces questions, de cette ville inclusive, la ville de demain, comment rendre cette ville de demain inclusive, je vous présente mes experts. Franck Hovorka. Bonjour Franck. Vous êtes directeur de la stratégie du groupe Cartus. Alors prenez des micros, comme ça on va vous entendre. Voilà. Vous êtes directeur de la stratégie du groupe Cartus. Alors ceux qui ne connaissent pas le groupe Cartus, vous êtes un promoteur qui cherche justement à faire bouger un peu les lignes pour produire un immobilier qui est un peu plus adapté aux besoins. Parce que jusqu'ici, l'immobilier était quand même beaucoup adapté aux promoteurs et pas forcément à ceux qui y habitent. Et même à la fiscalité, surtout. Ou à la fiscalité. Il n'y a qu'à voir certaines barres qu'on détruit parce que finalement, on se dit que ce n'est pas forcément fait pour les gens qui habitent. Manuel Domergue, vous Bonjour. êtes directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. On est ravis de vous avoir, justement. J'ai cité l'Abbé Pierre pour démarrer. Et Alexandre Martin, vous êtes fondateur de Bonjour. Colony. Alors Colony, c'est une start-up qui pousse le concept de co-living. Qu'est-ce que c'est que le co-living ? Cette idée, c'est de bénéficier d'un logement plus grand en partageant des espaces avec des autres. On va en parler tous ensemble. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est que on a vu que le monde a un petit peu changé. C'est vrai qu'à l'après-guerre, l'objectif, c'était de loger les gens. Donc, on a construit les fameuses bars, les villes nouvelles. On mettait maximum de gens. Les architectes se sont amusés avec AutoCAD. Ils faisaient un cube et ils le répliquaient en largeur et en hauteur. C'est bien, c'était pas cher. On se rend compte aujourd'hui que c'est pas ça qu'on veut. On a la fête des voisins. J'ai noté, on a la fête des voisins. Il y a les vides-greniers, les after-work. Il y a le coworking. Aujourd'hui, on a quand même cette impression, peut-être que s'il n'y a que moi qui l'ai, mais on a quand même cette impression que les gens ont besoin de rencontres. Les gens ont besoin de se voir et qu'Internet ne peut pas le faire. Le succès de Facebook, c'est que ça met en relation les gens, mais les gens ont besoin de relations physiques. Alors on se dit, est-ce que la ville ne peut pas aussi être cette ville inclusive ? Et c'est pour ça que l'on vous a réunis, messieurs les experts. Alors justement, je vais commencer avec vous, Franck. Un promoteur comme vous, cette idée, cette tendance dont je parle, le vide-grenier, le coworking, le covoiturage, cette idée de vouloir rencontrer l'autre, est-ce que vous la ressentez, vous, en tant que promoteur, et qu'est-ce que ça change dans votre vision des plans d'urbanisation et les conseils que vous donnez pour demain ? Complètement, c'est même l'ADN de notre entreprise. C'est-à-dire qu'elle a été fondée sur remettre l'humain au cœur de la ville. Alors vous allez me dire, c'est une formule toute faite. Et donc tout de suite, je l'agrémente d'exemples. C'est-à-dire que pour un promoteur, vous l'avez dit tout à l'heure, les dernières années étaient surtout de faire de l'optimisation fiscale, de la standardisation. Ici, notre rôle, à l'inverse, c'est de bouger sur l'échelle de valeur. Il s'agit toujours de gagner de l'argent, mais de le gagner en faisant des produits mieux faits, à un prix toujours cohérent et qui répondent mieux au service. Donc ça nous oblige à bouger sur nos habitudes, à révolutionner nos process et à faire bouger l'entreprise sur deux vecteurs. En amont, en travaillant beaucoup plus sur la mixité fonctionnelle. Alors c'est un terme qui est un peu pompeux, mais c'est en fait, ça veut dire qu'on casse les plans issus de la charte d'Athènes des années 30, où vous aviez, comme vous l'avez dit à Nice, le commerce d'un coin, l'industrie de l'autre, les logements ici, et des routes avec des carrefours tous les 300 mètres, puisque c'était ce qui avait été défini par la charte d'Athènes qui permettait de passer la seconde sur un véhicule dans les années 30. Voilà où on en était. Donc l'idée, c'est vraiment de reprendre tout ça et de dire, aujourd'hui, les gens veulent vivre ensemble, travailler à proximité de leur logement, minimiser les déplacements, limiter les impacts carbone, mais aussi en termes de coûts pour les gens qui sont dans les salaires les plus bas. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça pèse très lourd sur un foyer l'obligation d'avoir un deuxième véhicule, par exemple, quand vous vivez loin. Il y a une espèce de schizophrénie pour les gens, qui est qu'on les pousse en première ou deuxième couronne des métropoles, et en même temps on les oblige
d'avoir du transport, des véhicules, ce qui est quelque part complètement schizophrénique. Donc il y a cette idée de quitter l'industrialisation. Tout à fait. Et d'être, parce que là, ce que ça oblige à faire, c'est d'avoir des réflexions beaucoup plus locales. Absolument. Alors c'est là où justement l'époque me rend optimiste, c'est qu'on peut aujourd'hui quitter totalement la standardisation en utilisant l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie nous a permis ces dernières années, avec l'arrivée du digital, avec la standardisation de process unitaires, de pouvoir faire de l'adaptation locale, de la dentelle sur les produits, sur l'adaptation des produits, la configuration des produits de logement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 types de logements dans un immeuble, vous aurez un logement qui correspond à votre demande. Et le deuxième axe de mouvement que nous faisons chez Quartus, c'est vers les services, qui nous a amené à sortir nos conciergeries comme un dimanche, à rentrer dans les préfigurations et à travailler localement avec des enquêtes locales, avec nos résidents sur les services que l'on va proposer sur place, alimentation, mobilité, services à la personne. On va y revenir sur la partie service justement, notamment quand on va parler de co-living. Mais je voudrais parler je voulais voir avec Manuel, du côté de la Fondation Abbé Pierre, cette idée du vivre ensemble, de repenser la ville plus inclusive, c'est quelque chose qui remonte aussi ? Oui, évidemment, c'est absolument fondamental, mais peut-être pour prendre à rebours ce qui vient d'être dit, par espèce de contradiction un peu. Vous avez raison, on est là pour ça. La question du vivre ensemble, c'est pas simplement une question technique, de standardisation des process, etc. C'est avant tout une question politique. Vous disiez, on a envie de vivre ensemble. C'est pas si évident. C'est pas du tout ce qui remonte des analyses géographiques. Les gens, en général, n'ont pas tellement envie de vivre ensemble. En tout cas, ils ont envie de vivre avec des gens qui leur ressemblent, pas forcément avec les autres. Le moteur de la ségrégation urbaine, puisque c'est de ça qu'on parle, c'est quand même cette réticence à vivre à côté des plus pauvres. Et donc chacun essaie de s'élever, d'aller dans des quartiers les plus aisés et les plus dans l'entre-soi. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que vous disiez, je trouve qu'il faut certes penser local. De toute façon, l'urbanisme, l'opérationnalité, c'est local. Mais si on veut faire une ville du vivre ensemble, et les villes aujourd'hui, c'est au niveau de l'agglomération, c'est l'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants, c'est pas au niveau local. Et c'est justement parce qu'on a réfléchi, gouverné au niveau local pendant des décennies qu'on le fait encore, et qu'en Île-de-France, par exemple, il y a 1200 communes, et que si on réfléchit au niveau des 1200 communes, on n'arrivera jamais à vivre ensemble. Parce que Neuilly va vivre avec des riches, parce que Clichy-sous-Bois va vivre avec des pauvres, et donc il faut une gouvernance au niveau intercommunal, mais ça veut dire dépasser les égoïsmes communaux, municipaux, et en France, depuis la Révolution, on est basé sur les 36 000, maintenant 35 000 communes, et on a du mal à dépasser ça, et c'est un des moteurs de la ségrégation urbaine. J'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est est-ce que les gens ont envie de vivre ensemble, ou justement, ou est-ce que justement ils n'ont pas envie de vivre ensemble, ils ont envie de vivre entre soi? Est-ce que c'est dans notre nature, ou est-ce que c'est l'écosystème et la ville qui nous a imposé un schéma? L'envie personnelle, moi c'est ça que j'ai envie de savoir, selon vous. Il y a parfois une contradiction entre l'envie personnelle ou l'envie affichée et les tendances sociales, parce que les tendances sociales sont alimentées par d'autres phénomènes que simplement l'envie personnelle, le goût pour la diversité, etc. Il y a des tendances purement pécuniaires. Un quartier d'entre-soi riche voit les prix du logement augmenter. Et donc, quand vous êtes propriétaire, vous n'avez sûrement pas intérêt à voir une tour de logements sociaux s'installer à côté de chez vous. Et donc, c'est pour ça, c'est ce qui explique que chaque fois qu'on veut faire du logement social dans le 16e arrondissement ou des centres d'hébergement, c'est la révolte populaire. Bon. Ensuite, il y a la question des dynamiques scolaires. Les gens ont peur pour leurs enfants, et donc le phénomène d'éviction des écoles publiques dans les quartiers difficiles est un sport national. Donc ça, c'est pas une nouveauté, je pense que tout le monde le sait. Donc même si théoriquement, spontanément, on a envie d'avoir une ville mixte, de vivre ensemble, etc., il y a des tendances qui nous poussent à faire l'inverse. Et donc c'est pour ça qu'il faut des politiques publiques, parce que c'est pas spontanément qu'il y a une vie ensemble. D'où l'idée de ne pas forcément raisonner, comme vous dites, au niveau local, mais au niveau de l'agglomération, de la métropole, voire même plus loin. Et donc, une gouvernance à voir. Alors justement, du côté de chez Colony, vous, c'est quelque part, vous avez une solution. Alors, ce n'est pas au niveau de l'agglomération, c'est au niveau, c'est la colocation plus. En quelle mesure ce co-living, cette idée de partager les espaces, eh bien, ça peut être plus riche pour les gens et que ça peut être utile et que ça peut justement apporter des choses aux citoyens. En fait, le partage des espaces dans le co-living, il répond à 2 problématiques principales. Nous, aujourd'hui, on vise par exemple les jeunes actifs, mais ça peut s'appliquer à d'autres types de populations. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez vivre
plutôt proche du centre dans une ville, votre logement va vous coûter très cher. Donc vous allez devoir avoir une surface inférieure pour votre budget. Ce qui veut dire moins d'usage dans votre appartement. Donc faire des sacrifices. La deuxième chose, c'est que quand on vit en ville, et c'est quelque chose qu'on ressent de plus en plus, notamment dans les enquêtes, une enquête qui a été faite à Londres récemment, dans toute l'Angleterre, pour demander aux gens s'ils se sentaient seuls. Et la ville dans laquelle le taux de réponse et le taux de solitude est le plus important, c'est Londres. Alors que c'est étonnant parce que c'est l'endroit où il y a le plus de monde. Donc c'est assez contradictoire. Et donc il y a manque d'usage et solitude. Et donc ce qu'on propose chez Colony et ce que proposent tous ceux qui font du co-living et même de l'habitat partagé, c'est de dire on va identifier des usages qu'on peut avoir en commun. Et donc on va répartir les espaces non plus que entre des espaces privés et d'autres espaces privés, mais entre des espaces privatifs et des espaces qui seront partagés parce que les usages qui y seront peuvent l'être. Exemple, une cuisine. Si je cuisine 3 fois par semaine, est-ce que j'ai besoin d'avoir une grande cuisine dans mon appartement ou est-ce que je peux la mutualiser? Exemple, une salle de sport. On parle du bien-être, du fait de devoir faire du sport en ville. À combien de personnes je peux partager une salle de sport? Et si je suis 100 à donner 1 mètre carré, eh ben j'ai 100 mètres carrés. D'accord. Donc, on a toujours son espace privatif, mais qui est plus réduit parce qu'on peut profiter d'autres espaces qui, eux, sont publics et sont plus larges. Exactement. La question, quand même, c'est ce que disait Manuel tout à l'heure. L'intérêt de ce système-là, c'est que ça répond. Alors, selon moi, c'est pour ça que Manuel, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Selon moi, il y a quand même ce besoin. On a beau inventer du télétravail, etc. Les gens ont besoin de se rencontrer en vrai. Est-ce qu'il faut que des colonies, et puis on en parlera aussi avec chez vous, chez Cartus, qu'on organise quelque part, que la cité organise cette rencontre? Et on parlera après du problème de ségrégation qui est, lui, elle, lié à l'origine ethnique, sociale, etc. Moi, je suis vraiment convaincu que le partage d'espace, c'est vraiment l'avenir. Parce qu'en France, et dans tous les autres pays qui nous ressemblent un peu, depuis plusieurs décennies, on a augmenté le nombre de mètres carrés moyens par personne. On est aujourd'hui à 40 mètres carrés habitables par personne en France. Alors, pas à Paris, hein, mais en moyenne générale. Et il y a un moment, on atteint des limites. C'est pas possible d'aller plus loin, ça coûte extrêmement cher. Et c'est un des moteurs de la hausse du taux d'effort, de l'argent qu'on met pour se loger, c'est qu'on vit dans de plus en plus grand en moyenne. Mais il y a aussi beaucoup de disparités entre des gens qui sont en surpeuplement et d'autres qui sont en sous-peuplement. Et quand on demande aux personnes en sous-peuplement, un couple, une personne âgée seule dans 3 pièces, on lui dit, mais est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de laisser ce grand logement pour une grande famille et vous d'aller dans un petit logement? Et là, elle dit, oui, mais moi j'ai envie d'avoir une grande cuisine, d'avoir une chambre d'amis pour recevoir mes enfants, mes petits-enfants, d'avoir une salle de jeu quand il y a les petits-enfants qui viennent. Et donc, sauf que ça lui sert 3 jours par an. Donc c'est absurde. Et vraiment, le développement de l'habitat partagé, c'est vraiment l'avenir entre un espace effectivement privatif qui est absolument indispensable. L'idée n'est pas de revenir aux soviets où on partagerait des chambres à coucher et le salon, parce que c'est un fait de civilisation, on a envie d'avoir son salon à soi, sauf quand on est en colocation avec des amis, mais la plupart des gens, quand ils rentrent chez eux, ils veulent être chez eux et pas avec des voisins. Par contre, une salle de jeu pour les enfants, pour tout l'immeuble, une salle de sport, une buanderie, un jardin partagé, des espaces partagés, ça c'est vraiment très efficace et surtout c'est moins cher. Et ça, voilà, c'est ce que je voulais vous en venir, c'est que ça répond aussi à un aspect économique. On ne peut pas tous se payer 200 mètres carrés, mais si on peut justement, ça permet aux jeunes actifs de se loger et d'avoir plus d'espace. Alors justement, une fois qu'on a dit que c'était une bonne idée, qu'on l'a peut-être organisée, alors je sais que vous travaillez là-dessus chez Quartus, il faut quand même l'organiser. Ça veut dire que les espaces partagés, il y a toujours le risque que l'homme reprenne le dessus et commence à s'approprier des choses qui ne lui sont pas... Enfin, il faut l'organiser. Le digital peut aider justement là-dessus, Franck? Oui, tout à fait. Mais moi, je suis ravi parce qu'en fait, Manuel vient de décrire exactement les résidences seniors que nous sommes en train de développer. C'est-à-dire, arrêter de mettre les anciens à l'extérieur des villes. Ça a quand même été un énorme problème ces 150 dernières années. Donc, on les remet en centre-ville. On remet les services, on diminue les surfaces. Et le sujet financier sur lequel nous travaillons, c'est d'accompagner les seniors qui vont quitter leur logement à un instant T, pour venir dans ces résidences plus petites avec des services et des espaces partagés, de les accompagner sur la gestion de leurs biens
parce que il faut aussi qu'ils puissent se payer la résidence senior. Alors, comment on organise la grâce, vie voilà. dans un espace partagé? Si Moi, vous c'est voulez, ça que j'ai envie de savoir. si vous Est-ce voulez, qu'on le fait tout seul? On se dit, allez, débrouillez-vous. Et là, on se dit qu'il y en a certains qui vont. Ça marche, ça s'appelle l'auberge espagnole. Anissa. Voilà, et C'est pas mal. c'est le frigo, c'est ma bouteille qui a bu de mon jus d'orange dans le frigo, c'est ça? On a trouvé ça sympa quand on avait 20 ans, hein, on est d'accord. Non, ça s'organise évidemment. C'est justement là où la brique digitale intervient. Mais encore une fois, la brique digitale n'est qu'un moyen et je ne veux surtout pas qu'on la voie. C'est-à-dire qu'il est hors de question d'équiper tout le monde avec des connecteurs, des applicatifs, des tablettes, etc. Je veux dire, c'est pas le but. Le but, c'est qu'il y ait toujours une relation physique. C'est vraiment ce que nous on appelle le phygital. On va développer la relation interpersonnelle en s'appuyant sur des outils digitaux sous-jacents. Vous voulez partager un espace, par exemple? Vous avez des bien sûr. concierges, vous avez un concept de concierge que vous testez? Exactement. Alors on le développe à la fois dans nos résidences seniors, mais aussi sur toutes nos résidences en développement pour l'habitation, où l'idée est de justement récupérer des moyens financiers par l'automatisation digitale de certaines tâches. Par exemple, garder les clés, trouver des services, avoir un point unique d'entrée sur des services à la personne, pour dégager du temps et de l'argent, pour avoir un concierge qui, lui, va s'occuper, par exemple, de créer l'improbable. Et donc son rôle, c'est de créer des événements, de créer des relations, d'être la personne qui vous sourit. La fête des voisins tous les jours, quoi. C'est pas la fête des voisins, parce que sinon, voilà, il faut aussi gérer. L'être humain est un être cyclique, dynamique. Vous parliez d'espace privé et de volonté d'être ensemble. Il faut en tenir compte. Il y a un moment où vous voulez être chez vous, dans votre bocal, et vous voulez voir personne. Il y a d'autres moments où vous voulez voir du monde. Il faut aussi respecter ça. Oui, ça marche. L'idée est belle. Mais il y a certainement des bugs. Tout le monde veut la chambre d'amis en même temps. La salle de sport, il n'y a personne qui y va. Écoute, Anissa, c'est ça qui est merveilleux, c'est que ça marche. Ça marche pour les parkings foisonnés. Ça marche où? Par exemple, à Nantes, ça marche sur les parkings foisonnés qu'on a lancés, où les gens ne sont plus propriétaires d'une place, mais sont propriétaires du service. Et ça marche. Ça marche, mais ça veut dire que d'abord, il faut changer sa mentalité et accepter de ne plus être propriétaire de quelque chose, mais de propriétaire d'un service disponible, et puis faire confiance aux autres sur la disponibilité, et aussi accepter le bug. C'est-à-dire que systématiquement, et c'est ce qu'on dit à nos clients, vous assure que dans l'année, vous aurez un problème. Il y en aura un, c'est évident, parce que dès que vous complexifiez le système, il y a des dérives et le système bug. C'est normal, comme votre ordinateur, bug tout le temps. Vous avez appris à vivre avec, vous le rebootez. Non, je ne supporte pas les bugs de mon ordinateur. Moi, je suis ingénieur aéronautique et pour nous, le bug n'existe pas. Ah oui. Il existe, mais vous le gérez bien. Non, la question, justement, cette question de l'organisation, est-ce qu'on a un peu de recul pour justement trouver quelles sont les bonnes pratiques, ce qui marche bien et quelles sont les limites de ce co-living et de ces espaces partagés? Sur l'habitat coopératif, par exemple, le fait de créer une coopérative d'habitants, ça fait une dizaine d'années que c'est revenu à la mode en France. C'est très long, c'est des projets un peu pilotes, parce qu'il faut définir ensemble avec un groupe de futurs voisins dans quel type d'habitat on va vouloir vivre ensemble et avec qui on va le faire, à quel prix, etc. Et on voit que les projets qui ont réussi à sortir de terre, ça a pris parfois 7 ou 8 ans. Donc ce n'est pas vraiment le temps dans lequel vous vous projetez quand vous voulez construire une maison. Non, parce qu'il n'y a qu'à voir les réunions de copropriétaires. S'il y a des gens qui ont fait des réunions de copropriétaires, c'est n'importe quoi, chacun pour soi. En fait. Donc il faut être très très motivé et surtout très patient. Donc ça, c'est une limite vraiment intrinsèque de ce type de projet. Il y a par exemple le village vertical à Villeurbanne où ça a fini par aboutir, mais c'est très long. Et c'est là qu'en France, on peut aussi quand même s'appuyer sur des outils qui ont fait leurs preuves avec plein de défauts pour accompagner. Je pense évidemment aux collectivités locales qui peuvent mettre à disposition du foncier et sécuriser un petit peu l'opération. Et puis surtout les bailleurs sociaux, parce qu'on voit que l'habitat participatif, l'habitat coopératif, de plus en plus s'adosse aux bailleurs sociaux, qui sont un peu le symbole ici. C'est pas très start-up les bailleurs sociaux, hein, c'est un peu le vieux monde, etc. Et bien en fait, il peut très bien accompagner, ça c'est pas toujours simple, des formules beaucoup plus innovantes comme ça, parce qu'ils sécurisent. On a en France des acteurs extrêmement forts, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils sont là. Il y a un système de financement public à travers le livret A, tout ça est très stable, très, très sécurisé. Il peut aider justement des projets un peu innovants, un peu risqués. Et c'est là où les grands groupes n'ont pas forcément. Les startups sont mieux placés que certains grands groupes qui vont chercher plutôt le prix au mètre carré. C'est là où l'apprentissage. On a développé une expérimentation sur Saint-Denis où la co-construction a pris 4 ans. Ça a été complexe. Là, on va le retester sur une autre opération dans la région bordelaise.
en ayant appris de tout ce qui ne fonctionnait pas et en mettant en place des outils digitaux pour justement accompagner architectes et clients à faire de la conception ultra rapide et justement éviter les défauts de la démocratie type Assemblée générale de copro et accompagner les prises de décision et les choix en éclairant les gens qui sont autour de l'outil informatique. On dit souvent que la démocratie, c'est deux loups qui parlent avec un agneau, qui décident avec un agneau. C'est un peu ça. Hein. Est-ce que justement, je voulais juste vous avez réagir par rapport à la réflexion sur les bailleurs sociaux. Juste la question que je voulais vous poser très précisément, c'est sur ce qu'on vient d'entendre. L'organisateur, est-ce que vous avez intégré cette dimension organisation de la vie en collectivité chez Colony ? C'est indispensable. C'est complètement indispensable parce que le fait de partager des espaces crée des frictions entre les personnes qui les partagent. Et vraiment, le meilleur exemple, c'est faites un sondage sur la colocation et demandez tous les avantages et les inconvénients d'une colocation. Numéro 1, partager une salle de bain. Numéro 2, je me fais piquer de la nourriture dans mon frigo. Ouais. Numéro 3, qui fait le ménage, qui achète du produit vaisselle, etc. Ça, c'est des points de friction qui font que les usages, du coup, ne peuvent pas être pérennes. Et ne peuvent pas non plus s'ouvrir à d'autres types de populations. Donc, il faut qu'il y ait un organisateur ou alors un groupe de personnes qui sont capables de se fixer ensemble des règles. Et c'est le principe des habitats participatifs où on construit ensemble le projet. Après, il y a une limite à ça, c'est que le jour où il y a un des locataires qui s'en va ou un des propriétaires qui s'en va, qui revend à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quoi, qu'il faut une acceptation des autres. Enfin, il y a une complication sur le temps long de ces organisations où c'est autogéré. Et donc nous, dans notre cas, on a choisi de fixer des règles, de s'occuper nous-mêmes d'énormément de points de la vie collective pour que les locataires se sentent mieux dans les espaces partagés et puissent vraiment en profiter. En clair, c'est un substitut quand il y a le fameux point de friction, quand les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, boum, il y a quelqu'un qui tranche ou quelqu'un qui fait le ménage, justement, quand personne ne veut le faire. C'est juste intégré dans l'offre, en fait. Ça fait partie du service. Ouais, c'est la notion de service. Vous partagez des espaces pour pas que ce soit le bordel. Il y a quelqu'un qui vient faire le ménage, et c'est Colony qui s'en occupe. Ouais. Il y a des toilettes qui sont partagées, par exemple la salle de sport. Il faut qu'il y ait du papier toilette dans les toilettes. Et donc, il faut que quelqu'un en achète. Et on ne va pas répartir les tâches entre les locataires. Donc, on s'en occupe. La notion de service est essentielle. Et c'est essentiel. On a le même sujet. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon curseur dans cette organisation complexe que vous rendez les gens responsables, mais pas de tout. Et effectivement, il faut aussi les décharger d'un certain nombre de choses qui posent trop de charge mentale sur les occupants. Sinon, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, il faut trouver le bon curseur dans les organisations. Et il ne faut pas non plus tomber dans les organisations comme on a pu le voir à Fribourg, dans le quartier Vauban, où on vit ensemble. Et alors là, on est vraiment dans un ghetto avec une cooptation sur les futurs acheteurs. Enfin, voilà, c'est le genre de dérive qui va aussi peut-être arriver. Donc, il faut être très prudent, être très humble et toujours s'adapter. Vraiment, c'est notre credo, c'est d'être toujours en apprentissage et accompagner les évolutions. Manuel, il y a un sujet, vous parliez tout à l'heure de ségrégation le logement. Il y a une autre ségrégation, c'est celle au transport. Quand on habite à Paris, il n'y a qu'à voir le débat qu'il y a eu sur la hausse du pass Navigo. Les Parisiens qui disent « Ouais, mais j'ai plus mon 2 zones, je prends le métro tout le temps. » Et puis ceux qui sont à l'autre bout de l'Île-de-France qui sont ravis. Il y a quand même un vrai décalage entre ceux qui habitent en centre-ville et ceux qui habitent de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour régler ce problème ? La ségrégation par le transport. Le pass Navigo, d'un simple point de vue tarifaire dézonné, a quand même remis un peu d'équité là-dedans. C'est-à-dire qu'on avait des gens dans les zones 1 et 2 qui avaient un super bon réseau de transport, qui payaient le moins cher, et les autres qui se tapaient les RER qui ne marchent pas en zone 4 ou 5 et qui payaient 2 ou 3 fois plus. Ça marche toujours pas mieux. Oui, mais ils payent autant que les Parisiens. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un peu de justice tarifaire, voilà. Mais pas plus que ça. Pas de service, mais du tarif, d'accord. Et voilà, ça avance doucement. Non, mais de disponibilité, parce qu'il y a aussi les horaires. Parce que on parlait tout à l'heure de la voiture, de la deuxième voiture. Souvent, on dit oui, il y a des gens qui sont tout seuls dans leur voiture, etc. Mais souvent, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Alors ça dépend. S'il y a un train toutes les 20 minutes et que je suis en retard et que j'ai raté mon train, je ne peux pas attendre 20 minutes de plus, je prends ma voiture. Ça dépend vraiment où c'est à la fois une question effectivement de contrainte, parfois notamment en grande banlieue, mais dès qu'on arrive dans la petite couronne, c'est vraiment une question de choix de vie, une réticence à prendre les transports en commun. Et souvent, on nous parle, on ne peut pas se passer de la voiture parce qu'il y a des personnes âgées ou qui ont des transports, qui transportent de la marchandise, etc. Quand on regarde au feu rouge les gens dans leur voiture, ce n'est pas des personnes âgées avec un handicap qui transportent des scie sauteuses. Non, mais il y a la mobilité aussi qui est importante. Ça veut dire que j'ai eu une étude bizarre qui disait que
la plupart des trajets des gens qui ont une deuxième voiture se font à 5 km autour de chez eux. C'est-à-dire que c'est typiquement emmener son 3 enfant... km à Nice. Pardon ? 3 km. 3 km, ben voilà. Typiquement, c'est emmener son enfant à l'école. Est-ce qu'on peut prendre des transports en commun pour emmener son enfant à l'école? Donc les gens prennent une voiture, c'est ce qui est aberrant. Oui, alors il y a aussi une... Ceux qui habitent à Paris n'ont pas le problème, ils y vont à pied. Oui, oui, mais de plus en plus, on a... voiture. De plus en plus, il y a une crainte dans l'espace public, pour les enfants notamment, et il y a des moyens d'éviter de prendre sa voiture. Il y a par exemple des pédibus où on organise des transports collectifs à pied. C'est assez étonnant, mais pour les enfants, ça peut être très rassurant. Il y a juste, parfois pour aller à l'école, en général, en région parisienne, c'est 500 mètres, quoi, 1 kilomètre parfois. C'est vraiment prendre sa voiture pour faire 500 mètres, c'est assez absurde. Ou pour aller à la salle de musique ou à la salle de sport. Donc si pour les enfants, s'il y a une crainte, on peut faire un pédibus, ou surtout, c'est l'aménagement de la chaussée qui fait peur. C'est que quand il y a des 2 fois 3 voies qui traversent une ville, effectivement, on n'a pas envie de laisser ses enfants partir tout seuls à l'école. Donc il faut civiliser la rue, avoir un code de la rue pour que les gens puissent sortir sans leur voiture. Franck ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Manuel. Et au-delà de ça, les études qu'on mène très très fines, parce qu'on travaille à la fois sur les big data, les grands chiffres, mais aussi des études qualitatives très fines. En fait, on s'aperçoit que les parents, par exemple, c'est une charge mentale extrêmement complexe. Et ils prennent la voiture, pourquoi? Parce qu'il faut que la personne gagne 10 minutes pour aller déposer l'enfant, pour ensuite reprendre la voiture, aller mettre à la gare, faire les courses, emmener le gamin chez le médecin. Et tout ça se fait sur 3 ou 4 kilomètres. Mais la voiture apporte... la disponibilité, et 2, les 10 ou 15, les 10 minutes que vous gagnez. Donc le travail qu'il faut qu'on mène sur la mobilité, c'est trouver des solutions qui permettent de retrouver la disponibilité, la fréquence et la confiance. C'est-à-dire qu'un des problèmes aussi du transport qu'on constate en Ile-de-France, c'est la perte de confiance dans les horaires. C'est-à-dire que qui prend le RER, toute personne qui prend le RER ou le métro sait qu'elle prend un risque en prenant le métro. Donc il faut et inconsciemment 70 ans de culture de la bagnole a fait que on a l'impression de plus prendre ce risque avec la voiture et de maîtriser son temps, ce qui est de plus en plus faux. Moi qui circule par exemple en vélo, je vous dis que c'est le moyen de transport le plus sûr en termes d'assurance temps. C'est-à-dire que je suis certain d'arriver à l'heure à laquelle j'ai prévu d'arriver. Même pendant les inondations qu'il y a depuis 3 mois, là ? Évidemment. J'ai une statistique quand même, 20% des gens refusent un travail en région parisienne à cause des transports. Donc quand on parlait de ségrégation tout à l'heure, on y est, quelque part, là. Il y a un vrai problème pour certaines personnes pour travailler à certains endroits parce que c'est un bazar, le transport. Oui, et ça crée des vraies différences, ceux qui sont d'un côté du périphérique et ceux qui sont de l'autre côté du périphérique. La hausse des prix de l'immobilier a repoussé en périphérie, et puis parfois en grande périphérie, les classes moyennes et classes populaires, et qui fait qu'on fait des économies peut-être sur le logement, mais après on le paye sur les transports et sur le fait de se restreindre, s'autocensurer pour aller prendre un boulot qui serait plus intéressant ou mieux payé, mais qui n'est pas desservi par les transports en commun. Donc avoir cette ville éclatée, éloignée, étalée, c'est vraiment mauvais pour tout le monde. Et je pense qu'il y a un autre sujet là-dessus aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une polarité, il y a un centre, et la vraie ségrégation, c'est à quelle distance du centre, combien de temps je mets pour aller dans le centre. Si on se projette un peu à long terme, on est censé accueillir dans une ville comme Paris, je crois, 3 millions d'habitants d'ici 2050. Donc, de facto, le noyau urbain, il va s'étendre. Et il va falloir développer d'autres types de polarités avec d'autres centres et plus juste un centre bureau où tout le monde doit aller parce que les bureaux sont là-bas, un centre de divertissement. Et ça passe par des programmations de construction qui sont mixtes dans lesquelles on va insérer du divertissement, on va insérer des infrastructures, on va insérer du bureau qui feront qu'en fait, il n'y aura plus une polarité à laquelle tout le monde doit aller, mais une multitude de polarités avec des spécialisations et des attraits différents par population. Donc moi, on va en rester là parce qu'il reste 12 secondes. Je crois que c'est dommage de continuer. Moi, ce que je retiens dans ce que vous avez expliqué, c'est que justement, cette idée de mixité, c'est très important parce que on règle quelque part le problème dont on vient d'aborder, le problème de ségrégation du transport. Si on arrive à créer une mixité au niveau de l'îlot, au niveau de la ville, au niveau de la région, et bien du coup, on a organisé tout pour que ça fonctionne ensemble. Il y a quelqu'un qui doit organiser ça. On ne peut pas laisser les gens gérer ça tout seul. Il faut absolument que ce soit organisé par des personnes qui sont responsables au cas où il y a une défaillance humaine. Et la défaillance humaine, il y en a. Vous aviez aussi expliqué que cette mixité doit se régler
C'est un problème de gouvernance, c'est pas au niveau local, c'est au niveau de la métropole, parce que si jamais on veut créer cette fameuse mixité à laquelle on aspire tous socialement, eh bien ça doit être organisé de façon un peu plus globale et pas simplement laisser faire, sinon on va avoir des problèmes. Merci Franck, merci Manuel, merci. À tous. Merci.